Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la conférence mémorable Les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Quels sont les enjeux pour les personnes et leurs proches? Je me présente. Je suis Rachel Sanson, directrice de la recherche et de l'innovation pour la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer ou FQSA. Cette conférence va consister d'une présentation d'environ 45 minutes suivie d'une période de questions. Aujourd'hui, nous avons déjà reçu des questions à l'avance, donc merci grandement à tous ceux qui ont soumis des questions d'avance. Et ces questions-là vont être posées en premier. En tout temps, vous pouvez poser vos questions dans la section questions et réponses Q et R ou QA au bas de votre Zoom. Et je vais les poser à la fin de la présentation. Cette conférence va être faite gratuitement grâce à la générosité de nos donateurs. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur soutien à la recherche et à l'amélioration continue des programmes et services offerts par les sociétés Alzheimer de la région, de la province de Québec. Donc, merci beaucoup à tous les donateurs. Donc, sans plus tarder, passons à la conférence d'aujourd'hui. Nous avons le privilège d'avoir professeur Marie Soulière avec nous aujourd'hui. Marie est travailleuse sociale, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Ses recherches s'intéressent aux personnes aînées qui se trouvent en situation de vulnérabilité, incluant les personnes avec troubles neurocognitifs majeurs, celles vivant en milieu d'émergement ou celles vivant une situation de maltraitance. Le projet de recherche présenté aujourd'hui est le fruit d'une collaboration de professeur Soulière avec la FQSA, les sociétés régionales, des médecins, des IPS qui sont des infirmières, des intervenants, mais plus particulièrement les proches aidants et les personnes vivant avec la maladie. Donc, je tiens chaleureusement à remercier tous ceux qui ont participé au projet de recherche de professeur Soulière et de son équipe parce que c'est avec votre implication et votre participation que vous faites avancer la recherche sur la maladie. C'est pas seulement les essais cliniques, il y a aussi beaucoup de recherche et de participation de places où vous pouvez participer. Et la recherche collaborative avec citoyens et citoyennes aînées permet aux professeurs comme le professeur Soulière de mettre de l'avant votre perspective, votre opinion et comment vous vous sentez vis-à-vis de différentes questions de recherche. Aujourd'hui, c'est les demandes, vous vous sentez par rapport aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Donc, la parole est maintenant à vous, professeur Soulière. Merci d'être avec nous pour nous parler des demandes anticipées d'aide médicale à mourir et la perspective des gens par rapport à cette question. Merci beaucoup. Merci Rachel et merci là, à la Fédération des sociétés Alzheimer pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vais partager une présentation. Euh, et donc, je vais garder la présentation. Je vais essayer d'aller rondement là, avec la présentation pour garder quand même 10 ou 15 minutes là, d'échange à la fin. Comme on disait, là, il y avait des questions qui sont déjà rentrées. Il y en a peut-être d'autres euh, qui vont s'ajouter durant la présentation, malgré que je ne prétends pas là, pouvoir répondre à tout, évidemment. Je voulais juste, avant de commencer, quand même adresser le fait que c'est quand même un sujet qui est délicat. Les demandes anticipées, ben, l'aide médicale à mourir en général, hein, c'est pas nécessairement une option ou une solution qui convient à tout le monde. Les demandes anticipées non plus d'aide médicale à mourir. Et donc là, moi, je voulais juste mettre sur la table avant de commencer que je ne suis pas ici pour convaincre personne d'un côté ou de l'autre. C'est pas du tout l'objectif du projet de recherche que j'ai mené. Le projet de recherche, là, comme vous allez voir, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, ben maintenant, c'est une option au Québec. Ça a été légalisé. Et donc, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a des enjeux qu'on peut prévoir pour les années à venir, pardon, pour qu'on puisse mieux se préparer, que ça se passe le mieux possible, qu'il y ait le moins de tensions, d'enjeux là, qui soient vécus sur le terrain en lien avec ces situations-là. Donc, ce que je propose aujourd'hui, je vais commencer par faire une petite mise en contexte un peu plus générale de l'aide médicale à mourir et des demandes anticipées pour être certain qu'on soit tous au même niveau parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et puis donc des fois on comprend mal en fait de quoi il est question. Et donc, une fois cette mise en contexte faite, je vais présenter rapidement l'étude, les objectifs, cadre théorique, métaux, qu'est-ce qui a été fait pour présenter finalement les enjeux qui ont été soulevés principalement par les proches et les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs.
Donc, je voulais aussi prendre 2 minutes pour remercier des personnes qui ont été vraiment très importantes aussi dans l'équipe de recherche, les participants, comme Rachel l'a dit, évidemment, mais aussi Maude Laflamme qui coordonne avec moi la recherche présentement et Simon Lemire qui a coordonné le début de la recherche et qui finalement là, a bifurqué pour aller faire lui-même son doctorat donc, et qui continue là, à s'intéresser à l'aide médicale à mourir d'ailleurs. Et donc, la recherche est financée par les fonds de recherche du Québec. Donc, la mise en contexte avant de commencer. Donc, l'aide médicale à mourir au Québec a été légalisée en 2015. Donc, c'est relativement récent. Ça fait 10 ans, là, donc, pour une loi puis une réalité comme l'aide médicale à mourir, c'est quand même assez récent dans un pays, dans une province. Il faut dire que depuis 2015, le Québec s'est hissé vraiment au premier rang mondial par rapport au taux de décès par aide médicale à mourir. Donc, présentement, on est autour de 7% de tous les décès au Québec qui surviennent suite à une aide médicale à mourir. Donc, vous voyez la courbe là, qui continue de monter au Québec. Donc, ce qu'on connaissait jusqu'à tout récemment, les demandes d'aide médicale à mourir régulières, ce que maintenant dans la loi on appelle les demandes contemporaines. Donc, au Québec, une personne, qu'elle soit considérée en fin de vie ou non, au départ, il y avait ce critère-là, maintenant, ça a été retiré. Donc, une personne peut formuler une demande d'aide médicale à mourir. Donc, si, par exemple, j'ai une condition médicale, j'ai le cancer, j'ai des souffrances, je dis, moi, c'est assez pour moi, je voudrais l'aide médicale à mourir, je le demande moi-même. Ça, c'est les demandes contemporaines, hein, qu'on connaissait, donc, jusqu'à récemment. Cette demande-là va être évaluée par 2 médecins ou infirmières praticiennes spécialisées, les IPS, afin de valider si je réponds à tous les critères d'accès. Si je réponds à tous les critères, la demande va être acceptée. Je pourrai avoir accès donc à l'aide médicale à mourir. Mais si je ne réponds pas, si je ne rencontre pas ces critères-là, la demande peut être refusée. La demande sera refusée si je ne réponds pas à tous les critères. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un fait une demande d'aide médicale à mourir que nécessairement elle va l'obtenir. Et là, je n'entrerai pas dans les détails, mais sachez qu'il y a 2 cheminements possibles, des délais qui sont exigés ou pas, etc., selon que la mort de la personne qui fait la demande est raisonnablement prévisible ou non. Donc, est-ce que je suis en fin de vie ou pas, hein, en gros. Et donc, toujours avec ces demandes contemporaines qu'on connaissait jusqu'à récemment, je vous mets la liste des critères d'accès. Donc, encore une fois, pour que quelqu'un qui fait une demande d'aide médicale à mourir l'obtienne, elle doit rencontrer tous ces critères-là. Donc, être assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'on évite ce qu'on appelle le tourisme médical. Quelqu'un qui habite ailleurs où l'aide médicale à mourir n'est pas accessible ne pourrait pas venir en voyage au Québec pour venir demander l'aide médicale à mourir. La personne est majeure et elle est apte à consentir aux soins dans les demandes contemporaines, hein, toujours. Donc, je le demande et au moment où je demande au médecin d'avoir l'aide médicale à mourir, je suis capable de consentir. Je suis capable de discuter avec le médecin qui vient évaluer ces critères-ci, etc. Je suis atteint d'une maladie grave et incurable et ma situation médicale est caractérisée par un déclin avancé et irréversible de mes capacités. Et j'éprouve des souffrances, que ce soit physiques ou psychiques, des souffrances qui sont persistantes, insupportables et qui ne peuvent pas être apaisées autrement dans des conditions que moi, je trouve tolérables. Donc, ce critère-là de la souffrance, quand c'est les demandes contemporaines, donc je fais ma demande maintenant, je demande l'aide médicale à mourir pour les jours, les semaines à venir, je discute avec le médecin et je lui explique moi-même qu'est-ce que je trouve intolérable, quelle est la nature de cette souffrance. Maintenant, ce qui est nouveau, ben, en tout cas, qui est plus récent, c'est les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Donc ça, l'adoption du projet de loi a eu lieu en 2023. L'idée de ce projet de loi, c'est parti du fait qu'il y a des personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer ou autre maladie connexe, là, d'un trouble neurocognitif majeur, qui disait, écoutez, moi, je vois ce qui s'en vient. Je ne suis pas intéressée à vivre ça, les stades plus avancés, par exemple, de la maladie. Mais pour l'instant, je suis encore bien et j'aimerais, éventuellement, je sais que j'aimerais avoir l'aide médicale à mourir, mais j'aimerais la recevoir le plus tard possible. Je voudrais profiter des moments qui me restent que je trouve
supportable, que je trouve que j'ai une bonne qualité de vie encore. Sauf que je crains de ne plus être capable de consentir. Et donc, on a vu dans les critères, si la personne n'est plus capable de consentir, elle n'avait plus accès à l'aide médicale à mourir. Donc, les gens disaient, je ne voudrais pas me sentir obligée de faire ma demande plus tôt que ce que j'aurais voulu, par crainte de perdre ma capacité à consentir. Donc, là est arrivé, c'est dans ce contexte qu'est arrivé ce projet de loi 11 qui dit les personnes qui ont l'Alzheimer pourront rédiger une demande de façon anticipée et que si un jour elles perdent la capacité à consentir, elles pourront toujours avoir accès à l'aide médicale à mourir parce qu'elles l'ont nommé avant, que c'est ce qu'elles voulaient. Donc, c'est ce que le projet de loi dit en gros, c'est la philosophie un peu du projet de loi qui est entré en vigueur donc en octobre 2024. Donc, c'est quand même très récent. Depuis octobre 2024, les gens peuvent rédiger la demande anticipée. Et là, j'ai su, en tout cas, j'ai pas l'information de façon officielle, mais il semblerait qu'il y a eu un premier cas au Québec d'une personne qui avait rédigé une demande anticipée, donc depuis octobre, et qui aurait obtenu maintenant l'aide médicale à mourir. Mais c'est sous réserve. En tout cas, c'est soit que c'est déjà arrivé ou ça s'en vient là, dans les prochains mois, les prochaines années. Mais donc, ce que ça veut dire, les demandes anticipées, en gros, c'est que ça sépare la demande d'aide médicale à mourir en deux temps. Vous vous rappelez, dans les demandes contemporaines, la personne fait elle-même la demande et c'est à plus ou moins court terme là, que si la demande est acceptée, l'aide médicale à mourir est administrée, la personne décède. Tandis qu'avec les demandes anticipées, ça sépare vraiment en deux temps très différents. Au temps 1, la personne rédige la demande. Donc, pour rédiger la demande, la personne doit avoir déjà reçu un diagnostic de troubles neurocognitifs comme l'Alzheimer ou autre maladie là, connexe. Donc, ça veut dire que moi, demain matin, je ne peux pas aller rédiger une demande anticipée. Je n'ai pas reçu de diagnostic. Donc, la personne a reçu son diagnostic, mais la maladie n'est pas trop avancée. La personne est encore capable de consentir aux soins. Elle est encore capable elle-même d'exprimer ce qu'elle veut. Donc, il y a vraiment une fenêtre là, après le diagnostic, mais avant que la maladie soit trop avancée et que la personne devienne un peu trop confuse là, pour expliquer tout ça au médecin. Dans cette fenêtre-là, au temps 1, la personne peut rédiger, si elle le souhaite, une demande anticipée. La rédaction se fait avec l'aide d'un médecin ou d'une IPS, on ne peut pas le faire seul. Et dans cette demande anticipée, l'exercice que la personne doit faire, c'est d'identifier ce qu'on appelle les manifestations cliniques, c'est-à-dire les symptômes, en gros, de la maladie que la personne juge intolérable. Parce que ça, c'est très individuel. Ce que moi, je juge tolérable, ça peut être très différent. Pour quelqu'un d'autre, c'est un aspect qui est intolérable. Moi, je ne serais pas capable de vivre ça, etc. Donc, c'est très individuel, c'est très personnel. Et donc, la demande anticipée, quand je la rédige, je dois clairement identifier qu'est-ce que moi, je trouve intolérable. Donc, j'essaie de me projeter dans le futur. Je dis, si un jour, je présente tel symptôme, telle manifestation clinique. Pour moi, là, ça n'aura plus de bon sens. Je considère que j'aurai plus de qualité de vie. Et donc, une demande d'aide médicale à mourir devrait être déclenchée pour moi à ce moment-là. Donc, cette demande-là, je la rédige. Je peux, dans la demande, identifier un ou plusieurs tiers de confiance. Donc, c'est le terme qui est utilisé dans la loi. Donc, c'est des proches qui vont être chargés de surveiller l'évolution de la maladie, puis de voir est-ce que, par exemple, si j'ai nommé ma fille comme tiers de confiance, ma fille pourrait dire, ben, est-ce que Maryse, elle est rendue dans l'évolution de sa maladie à ce qu'elle avait identifié elle-même dans sa demande anticipée, les manifestations cliniques. Donc, on devrait déclencher l'aide médicale à mourir. Ça, c'est le temps 1. Donc, l'exercice, c'est vraiment un exercice de projection dans le futur où je dis, est-ce que, par exemple, si je reconnais plus mes proches, si je vis de l'incontinence, si je dois être gavée, si je suis alitée. Donc, ce genre de symptômes-là, pour moi, c'est ça qui est inacceptable. Ça, c'est l'exercice à faire au temps 1. Au temps 2, pardon, si un jour, on voit que la personne
présente effectivement ces symptômes-là. Donc, je ne reconnais plus ma fille, par exemple, je suis incontinente, bon, etc. Selon, ça peut être ce que j'ai identifié moi-même hein, comme manifestation clinique. Mais là, je présente ces manifestations cliniques-là de façon récurrente. J'ai mis des guillemets parce que c'est comme ça que c'est indiqué dans la loi, parce qu'on sait que c'est un genre de condition qui fait que ça peut être variable, hein, les symptômes. J'ai des bonnes journées, j'ai des moins bonnes journées. Donc là, il faut voir que c'est de façon récurrente, de façon assez habituelle, que je ne reconnais plus ma fille, par exemple. Je vais prendre cet exemple-là pour simplifier. Donc, je ne reconnais plus ma fille de façon récurrente. On devrait déclencher une demande d'aide médicale à mourir pour moi. Ce déclenchement, ça peut être à la demande du tiers de confiance. J'avais nommé ma fille. Ma fille dit, écoutez, là, ma mère ne me reconnaît plus. C'est les symptômes cliniques qu'elle avait identifiés dans sa demande anticipée. Je lève un drapeau. On devrait déclencher les évaluations. Mais ce n'est pas obligé d'être le tiers de confiance. Que j'ai nommé un tiers de confiance ou non dans ma demande anticipée, n'importe qui peut lever ce drapeau. Un autre proche, un membre du personnel soignant, etc. Mais une fois que le drapeau est levé, qu'il y a quelqu'un qui dit, écoutez, là, je pense que Maryse est présente les manifestations cliniques qu'elle avait identifiées dans sa demande anticipée, à ce moment-là, il y a un même processus d'évaluation qui s'enclenche, comme pour les demandes contemporaines qu'on connaissait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une évaluation par deux médecins ou IPS pour s'assurer que je présente, que je rencontre tous les critères d'accès. Évidemment, ces critères d'accès ont été ajustés. Donc, il y en a certains qui ont été modifiés. Je dois toujours, pour les demandes anticipées, être assurée au sens de la loi, être majeur. Mais vous vous rappelez, dans les demandes contemporaines, c'était majeur et apte à consentir. Donc là, c'est remplacé. Je dois être majeur. Je dois avoir rédigé une demande anticipée au moment où j'étais encore apte. Et je dois maintenant présenter de manière récurrente les manifestations cliniques que j'ai décrites. Donc, le consentement n'est plus nécessaire sur le moment parce qu'on considère que j'ai donné mon consentement de façon anticipée dans la demande écrite. Je dois toujours être atteinte d'une maladie grave, incurable, présenter un déclin avancé irréversible. Et là, il y a la question de la souffrance, qui est encore là, le critère, mais évidemment, là, je serai peut-être plus en mesure, sûrement que ce sera difficile pour moi, d'exprimer moi-même pourquoi je suis souffrante, de discuter de tout ça avec le médecin, parce que là, la maladie est plus avancée, je suis inapte à consentir, donc ça devient des choses qui sont un peu plus difficiles. Et donc, le critère a été changé. Il faut que ma situation donne lieu aux professionnels compétents, médecins ou IPS, de croire, sur la base des informations dont il dispose et son jugement clinique, que la personne éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. Donc, le médecin doit évaluer lui-même, finalement, si j'ai l'air souffrante. Puis la personne, donc, évidemment, si elle peut s'exprimer, tant mieux. Mais il se peut aussi que la personne ne soit plus capable de l'exprimer clairement, verbalement, d'en discuter avec le médecin. Donc, il y a un peu un transfert là, de responsabilité vers le médecin ou l'infirmière praticienne. Donc, ça, c'était pour la mise en contexte, pour être sûr qu'on parle donc des mêmes choses. La présentation de l'étude, donc, qu'est-ce que j'ai fait? L'objectif du projet, en fait, il y avait deux volets dans le projet. Je voulais d'abord examiner les enjeux sur le plan clinique, éthique et les plans sociaux qui sont liés aux demandes anticipées aux Pays-Bas, parce qu'aux Pays-Bas, ils ont donc un système, ils ont des demandes anticipées qui existent déjà depuis environ 2002, malgré que ça n'avait jamais vraiment été utilisé avant plus 2010-15, quelque chose comme ça. Mais donc, je voulais aller voir là-bas comment ça se passe, finalement, pour ensuite revenir ici et voir, ben, est-ce que ce genre d'enjeu-là qu'ils vivent aux Pays-Bas, est-ce que ça pourrait se transférer au Québec? Est-ce qu'on risque de vivre la même chose ici au Québec? Et voir qu'est-ce que différents acteurs en pensent. Donc, Rachel disait tantôt en introduction, j'ai rencontré des professionnels, des proches, etc. Tout ça pour éventuellement formuler des recommandations cliniques. Le cadre théorique, en fait, moi, je me suis beaucoup inspirée des théories féministes du CARE. Donc, sans le rentrer, je ne m'éterniserai pas sur la question, mais en fait,
Ce sont des théories qui s'intéressent vraiment aux notions de vulnérabilité, de prendre soin. Donc, quand dans une société, quand dans une famille, dans nos relations, quand on a quelqu'un qui est vulnérable, qui a besoin de soins, qui a besoin d'être aidé, comment on fait? Comment faire pour bien faire? Comment se vivre ces responsabilités-là du prendre soin de quelqu'un qui est vulnérable? Et moi, j'intègre aussi, pas juste je dirais, l'interpersonnel, mais aussi une lecture un petit peu plus aussi politique et critique comme société aussi. Est-ce qu'on a des responsabilités et comment on doit endosser ces responsabilités-là comme société? Envers les citoyens qui sont vulnérables. Donc, c'est un peu ça qui a structuré mes analyses là, et ma démarche. Et donc, là, sur le plan métaux, qu'est-ce que j'ai fait aux Pays-Bas? Il y a eu beaucoup de documents qui ont été analysés. L'équivalent des rapports de la Commission des soins de fin de vie là-bas sont publics. Donc, j'ai analysé tous les rapports des dernières années et aussi les recommandations cliniques, là, les guides cliniques là, pour les médecins, entre autres, là-bas. J'ai fait des entretiens avec des informateurs clés. Donc, l'équivalent du Collège des médecins, par exemple, ou des associations qui militent là, pour les droits des personnes qui veulent mourir dans la dignité, là, c'est l'équivalent là-bas. Et j'ai eu aussi un cas clinique d'une médecin qui a été impliquée dans une situation vraiment très médiatisée. Il y avait eu des poursuites aux criminels, etc. Et donc, la médecin a accepté de faire une entrevue avec nous pour nous expliquer un peu comment ça s'était passé. Et au Québec, les données donc qu'on a recueillies au Québec, on a fait d'abord des cafés scientifiques grand public. J'essayais d'avoir un son, le pouls un peu de monsieur, madame, tout le monde. Donc, on était allé présenter les résultats préliminaires du volet 1. Puis on écoutait un peu qu'est-ce que les gens en pensaient. Est-ce que ça pourrait se transférer au Québec? Et finalement, et c'est surtout là-dessus là, que je vais me baser aujourd'hui, des entrevues de groupe. On a fait 2 entretiens de groupe avec des médecins ou IPS. Un groupe aussi avec d'autres professionnels de l'équipe interne, des travailleurs sociaux, des infirmières, des psychologues, etc. 4 groupes avec des proches, donc un total de 36 proches quand même qui ont participé à ces groupes, et aussi un groupe avec des personnes qui avaient un diagnostic d'Alzheimer ou autre, donc 5 personnes qui avaient participé à ce groupe. Donc, les résultats. Je vais juste passer rapidement les résultats de qu'est-ce qui se passe aux Pays-Bas pour qu'on puisse comprendre un petit peu après la réaction des gens ici au Québec sur qu'est-ce qui se transfère ou pas. Donc, juste quelques éléments de contexte. Donc, l'aide médicale à mourir aux Pays-Bas, là-bas, ils parlent plus ils utilisent plus le terme euthanasie ou suicide assisté. Ça a été décriminalisé en 2002. Donc, ça fait beaucoup plus longtemps que nous. Et les demandes anticipées, donc, qui sont formulées par des personnes qui ont un diagnostic d'Alzheimer existent déjà dans une forme vraiment très, très, très similaire. Et donc, là-bas aussi, là, la personne, comme ici, doit rencontrer tous les critères d'accès à l'aide médicale à mourir qui sont là, un peu l'équivalent. Donc, toute cette notion, par exemple, de souffrance, etc., c'est là, là-bas aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu en gros, là, c'est que les gens ont dit là-bas aux Pays-Bas qu'il y a vraiment plusieurs personnes, soit des médecins, là-bas, c'est vraiment strictement les médecins qui peuvent être impliqués, là, administrer et évaluer, les médecins, mais aussi des proches qui vivent vraiment un inconfort très important face finalement à ce qui est ressenti comme une espèce de transfert de responsabilité. Parce que dans les demandes contemporaines, hein, comme je disais, c'est moi-même qui explique au médecin, qui dit oui, c'est ça que je le veux maintenant pour telle raison. Tandis qu'avec les demandes anticipées, on se dit oui, mais là, est-ce que c'est encore la volonté de la personne? La demande anticipée a été écrite il y a 5 ans, il y a 10 ans. Est-ce que la personne aurait pu changer d'idée? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est vraiment maintenant ou c'est plus peut-être dans 1 an, dans 6 mois? Et là, la personne ne peut plus nous répondre. Donc, les gens, plusieurs, sentent ça comme une espèce de transfert de responsabilité de, attends, maintenant, c'est à moi de prendre la décision finale, si on veut. Et là, il y a beaucoup d'inconfort pour plusieurs personnes. Et les enjeux sont liés donc vraiment à différents éléments. Pour les professionnels, notamment, ils ont beaucoup parlé de comment on évalue la situation quand la personne elle-même ne peut plus vraiment s'exprimer clairement. Comment être certain que c'est vraiment que la situation actuelle correspond vraiment à ce que la personne a décrit dans sa demande anticipée? Est-ce que c'est vraiment de ça dont elle parlait? Euh,
qu'est-ce qu'on fait quand la personne est capable d'exprimer quand même certaines choses, mais que c'est très confus? On ne sait pas trop si on peut se fier. Si on lui demande, voulez-vous mourir? Elle dit non. Mais en même temps, elle correspond en tout point à ce qu'elle a identifié dans sa demande anticipée. Donc là, les médecins disent, on ne sait plus quoi faire avec ça. Et surtout, comment évaluer cette notion de souffrance? Est-ce que la souffrance est intolérable? Intolérable pour qui? Pour les proches qui viennent la visiter? La personne elle-même, elle a conscience de quoi? Si elle a plus conscience, est-ce qu'on peut dire qu'elle est souffrante? Donc là, les gens sont pris dans toutes ces réflexions-là. Sur le plan relationnel aussi, beaucoup d'inconfort parce que dans la relation médecin avec son patient, souvent, le médecin qui arrive au temps 2, c'est pas celui qui a rédigé la demande au temps 1 avec la personne. Donc, le médecin du temps 2 n'a peut-être jamais eu une vraie discussion avec la personne parce qu'elle est déjà trop avancée dans la maladie. Donc là, ça devient un peu plus difficile. La relation entre le médecin et les proches aussi, parce que, par exemple, le médecin, s'il dit, ah non, je considère qu'elle n'est pas vraiment souffrante, je ne peux pas administrer, je refuse la demande. Là, il peut y avoir des tensions importantes avec les proches parce que les proches peuvent, eux, de leur côté, sentir une responsabilité. Ma mère m'avait demandé ça, ma mère sait ce qu'elle aurait voulu. Je devrais essayer de pousser, je devrais essayer de convaincre pour que ce soit accepté. Et là, donc, ça peut créer des tensions. Et encore une fois, pour les proches, ben, tout le monde n'a pas la même lecture dans une famille. Tous les proches ne sont pas toujours d'accord. Et donc, ça peut créer des tensions à l'intérieur même des familles. Comment faire pour bien faire, encore une fois, autour de cette personne-là, tout le monde n'est pas toujours d'accord sur la solution à prendre. Et enfin, au moment de l'administration, autant d'eux, vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui résiste aux soins? Vous avez peut-être connaissance, là, il y a certaines personnes, pas tout le monde, mais certaines personnes qui ont un diagnostic, qui vont, par exemple, résister au bain. Ils veulent plus, tu sais, ils résistent, ils veulent pas se faire habiller, ils veulent pas se faire laver, ils veulent pas. Évidemment que si on arrive avec un soin comme l'aide médicale à mourir, où on doit mettre tu sais, un soluté, il faut aller chercher une veine, là, la personne risque de se débattre aussi. On fait quoi? Est-ce qu'on peut avoir recours à des contentions, des calmants? Comment on gère ces enjeux-là sur le plan éthique, sur le plan moral? Et donc, ce qu'on voit aux Pays-Bas au final, c'est que les demandes anticipées qui sont vraiment administrées au final, c'est relativement peu fréquent. Et habituellement, quand ça se passe, là, quand un médecin dit oui, OK, je vais donner l'aide médicale à mourir sur la base d'une demande anticipée, malgré que la personne n'est plus capable de consentir devant moi, souvent, ça va être des médecins plus âgés, donc plus expérimentés, qui sont plus solides, qui acceptent de le faire. Souvent, ça va être pour des personnes dont la souffrance est vraiment très évidente et objectivable. Tu sais, la personne crie, il y a des pleurs, il y a de l'anxiété sévère, c'est insupportable pour tout le monde qui la côtoie. Et aussi, la plupart du temps, sinon toujours, tous les proches sont favorables. Tu sais, donc, il n'y a pas de tension, il n'y a pas quelqu'un qui menace de poursuite, de plainte, il n'y a pas tout ça. Et donc, quand tout ça est réuni, souvent, c'est là qu'on voit que le médecin va aller de l'avant et administrer l'aide médicale à mourir sur la base de la demande anticipée. Et donc, ici au Québec, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que les gens nous ont dit? D'abord, les groupes qu'on a fait auprès des professionnels, ce qu'on a vu, c'est que la majorité ont dit, tu sais, moi, avec le principe des demandes anticipées, je suis d'accord. Donc, la majorité était d'accord de dire, oui, c'est vrai, il ne faudrait pas que les gens se sentent obligés de faire une demande d'aide médicale plus tôt qu'ils n'auraient voulu parce qu'ils ont peur de ne plus être capables de consentir. Euh, et en fait, quand on leur demande, ben, est-ce qu'il y a des choses quand même qui vous inquiètent, pas mal tous les enjeux que je viens de présenter qu'on voit aux Pays-Bas ressortent. Donc, les professionnels s'attendent spontanément, sans que j'aie encore présenté les résultats des Pays-Bas. La majorité des gens qui ont participé au groupe s'attendaient au même genre d'enjeux qui seraient vécus ici. Et donc, ils ont aussi des inquiétudes importantes. Ils sont d'accord donc avec le principe, mais ils sont inquiets de comment ça va être opérationnalisé tout ça. Sachant qu'on manque de ressources actuellement dans le réseau de la santé, donc c'est des évaluations qui sont délicates, qui peuvent être un peu plus longues.
comment ça va, comment on va réussir, comment à faire tout ça dans les règles, bien fait, etc. Mais aussi, est-ce qu'on aura accès au soutien clinique, au soutien éthique que ce genre de situation-là aussi peut soulever là, pour les professionnels. Et donc là, je voulais vraiment me concentrer sur le discours des proches et des personnes aussi atteintes là, de troubles neurocognitifs majeurs. Ce qu'on a vu, les points saillants, chez les proches, et là, je prends la peine par contre de redire, évidemment, j'ai pas un échantillon statistiquement représentatif ou tout ça, hein. C'est vraiment un- des pistes pour essayer de comprendre là, comment les gens voient ça, mais évidemment, c'est peut-être pas non plus représentatif de ce que tout le monde aurait dit s'ils avaient participé à mes focus group. Mais donc, les gens qui ont participé, les proches et les personnes atteintes, aussi, la majorité qui sont venus dans les focus group étaient en faveur de cette loi-là, du principe qui permet finalement à chacun d'exercer un choix en fonction de ses valeurs personnelles. Donc, c'est beaucoup ça qui était ramené, ce principe-là d'autodétermination. Donc, les gens disaient, ben, tu sais, l'aide médicale à mourir en général, c'est pour ça qu'on l'a adopté, pour que chacun puisse avoir cette option-là, si c'est ce qui lui convient pour finir ses jours. Et donc, les personnes qui ont un diagnostic comme l'Alzheimer ou autre devraient aussi avoir cette option-là. Donc, on avait encore une fois ce discours-là. Il y avait quelques participants quand même qui disaient non, moi, je suis vraiment pas sûre que c'est une bonne option. Je suis venue justement pour essayer de comprendre un peu plus, mais je pense pas que ça devrait être accessible aux gens qui sont plus capables de donner le consentement sur le coup, sur le moment même, au moment où on administre l'aide médicale à mourir. Euh, la majorité des gens, ensuite, quand je présentais les enjeux là, qui étaient rencontrés aux Pays-Bas, ils disaient qu'ils comprenaient bien les enjeux que les professionnels allaient vivre. Ils disaient, ah oui, c'est vrai que c'est complexe, c'est difficile à faire comme évaluation, ça ne doit pas être toujours confortable, etc. Mais en même temps, leurs préoccupations à eux étaient un peu sur un autre plan, hein. Évidemment, ce n'est pas eux qui vont faire les évaluations, c'est bien normal. Donc, eux, leur réalité, ça teintait le discours. Ce qui prenait vraiment l'avant-plan, c'était les questions d'autodétermination et de dignité de la personne. C'était toute la perception de la souffrance des gens et finalement les responsabilités qui allaient incomber aux proches. Et donc, on va regarder chacun d'entre eux là, un petit peu plus en détail. La question de l'autodétermination et de la dignité, en fait, c'était le principal souci des gens, à la fois des proches et des personnes qui ont un diagnostic. Jusqu'à quel point ces demandes anticipées vont permettre de vraiment respecter les volontés de la personne. C'était beaucoup ça qui était au cœur des échanges. Donc, beaucoup de questions sur oui, mais comment on devrait rédiger la demande anticipée pour que ce soit le plus clair possible et qu'elle reflète le mieux possible les volontés réelles de la personne, peu importe finalement l'évolution de la maladie, parce que on sait que tout le monde ne présente pas les mêmes symptômes au même stade de la maladie, etc. Donc là, il y avait beaucoup de questionnements. Oui, mais si je mets tel symptôme, mais que finalement, par exemple, je ne sais pas, moi, je mets l'incontinence, mais c'est pas ça, moi, dans l'évolution de ma maladie qui arrive en premier. Ou si ça arrive trop tôt, il y avait ça aussi. Tu sais, donc, beaucoup de questions par rapport à ça, comment bien identifier les manifestations cliniques. Et aussi beaucoup chez les proches, mais aussi chez les personnes qui ont un diagnostic, cette notion-là de oui, mais est-ce qu'il y a un changement d'idée qui est possible? Une fois que j'ai écrit ça, est-ce que je peux changer d'idée? Et donc là, on voit une proche qui disait, ben, j'ai suggéré à ma compagne de faire une demande anticipée. Sa compagne avait un diagnostic d'Alzheimer. Puis elle m'a posé la question, oui, mais si j'écris ça et que je change d'idée en cours de route, est-ce que je peux l'annuler? Et là, évidemment, oui, on peut l'annuler tant qu'on est encore apte. Éventuellement, si la personne n'est plus capable de le formuler clairement, là, ce sera plus possible. Un autre qui disait, ma conjointe, ce qu'elle dit, et je pense pas que ça peut être accepté actuellement, c'est qu'elle veut qu'on écoute qui elle est aujourd'hui, pas qui elle va devenir. Donc, ce proche-là disait,
moi, ma conjointe a dit là que je sois souffrante ou pas, là, moi, ça, je veux pas ça. Donc, donnez-moi l'aide médicale à mourir de toute façon, même si je change d'idée, même si j'ai l'air après ça bien heureuse. Non, non, c'est moi aujourd'hui qui décide. Donc, évidemment, la loi n'a pas été rédigée comme ça, là, présentement. Il faut qu'il y ait le critère de souffrance, etc. Mais c'était beaucoup dans les échanges. La question, justement, de la souffrance. Donc, ça, c'était partagé parmi les participants qu'on a eus. Certains proches, certaines personnes atteintes disaient, moi, je trouve ça rassurant qu'il y ait ce critère-là parce que ça va nous empêcher de donner l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui se serait adapté à ces pertes. Là, on faisait référence beaucoup au concept, je mets des guillemets, là, de démence heureuse. Donc, des gens qui réalisent pas vraiment les pertes qu'ils ont, puis que finalement, dans leur quotidien, ils ont l'air assez heureuses, participent aux activités, etc., sont souriants, alors que peut-être ils présentent les manifestations cliniques qui avaient été identifiées. Peut-être que je ne reconnais plus ma fille, mais est-ce qu'à ce moment-là, j'ai l'air souffrante de ça? Pas nécessairement. Et donc, il y avait une proche qui disait, tu sais, on peut dire plein de choses, mais quand ça arrive, tu dis, ah ben, coudonc, c'est pas si pire que ça. Donc, de voir qu'il faut absolument qu'il y ait une détresse pour qu'entre guillemets, les clés soient réunies pour l'aide médicale à mourir, moi, ça me rassure. Donc, elle a dit, je voudrais pas qu'au final, on donne l'aide médicale à mourir à mon conjoint quand finalement, il n'est pas souffrant, puis finalement, il vit bien ça. Mieux qu'il aurait pensé. Alors que pour d'autres proches, ils disaient non, c'est très problématique parce que c'est un obstacle au respect de la volonté de la personne. Et donc, il y en a qui demandaient carrément dans la demande anticipée, est-ce qu'on peut mettre des critères comme quoi si je ne reconnais plus mes personnes, même si je suis bien, ça ne marche plus. Et donc, la loi n'a pas été pensée comme ça, là, comme je disais, mais il y en a qui disaient c'est ça qui aurait dû, on devrait pouvoir l'indiquer, même si ça va bien, donnez-moi-le pareil, je ne veux pas. Euh, donc, ça, c'était dans les discours beaucoup. Et finalement, toute la question des préoccupations, hein, par rapport aux responsabilités qui incombent aux proches. Euh, donc, il y avait, premièrement, deux positions par rapport à quand on arrive au temps 2, à l'évaluation, quel devrait être le rôle des proches? Quelle place les proches devraient pouvoir jouer quand il s'agit d'évaluer la demande au temps 2 et de décider est-ce qu'on donne l'aide médicale à mourir ou pas? Donc là, il y en a qui disaient l'opinion des proches devrait primer sur l'opinion des professionnels parce que c'est nous qui connaissons la personne. Moi, ma mère, je la connais. Je vais être capable de voir si elle est souffrante, alors que pour quelqu'un qui ne la connaît pas, peut-être qu'il ne verra pas. Donc moi, je la connais mieux. C'est moi qui devrais dire, tu sais, qui le sait mieux. Et donc, la citation, mettons qu'il y a deux ou trois médecins qui évaluent puis qui disent, selon moi, la personne ne souffre pas, mais qu'un proche dit non, moi, je suis convaincu que mon proche, il souffre, je le sais, je le connais, qu'est-ce qui arrive? Et donc, présentement, dans la loi, la responsabilité finale, elle est au professionnel. Donc, c'est le professionnel qui a le dernier mot au final. C'est comme ça que je le dirais. Tandis qu'il y a d'autres, donc des proches qui disaient non, non, c'est les proches qui devraient pouvoir avoir le dernier mot. Tandis que d'autres disaient non, non, c'est bien que ce ne soit pas les proches. Entre autres, donc des gens qui disaient, ben, il y a certains proches peut-être qui sont contre l'aide médicale à mourir, alors que c'est la décision de la personne elle-même. Et donc, il y avait une question. Est-ce que dans ma demande anticipée, je peux écrire, moi, je voudrais que ce soit tel enfant ou telle personne que le médecin consulte? Tu sais, moi, je veux pas que ce soit ma fille parce que je le sais qu'émotivement, elle sera pas capable de prendre cette décision-là. Puis dans le fond, c'est ma décision à moi. Donc, allez pas demander à ma fille, elle va toujours vous dire que je suis pas souffrante. Fiez-vous pas à elle, fiez-vous à telle autre personne ou etc. Tu sais, donc, il y avait ce souci-là que la décision reste celle de la personne elle-même, puis que les proches ne puissent pas interférer finalement. Donc, cette espèce d'influence-là qui était perçue comme négative des enfants, qu'on voulait éviter. Mais surtout, je trouve que les préoccupations tournaient autour justement d'une notion de fardeau. Donc, par rapport au tiers de confiance, par exemple, moi, je suis pas sûre que je voudrais jouer ce rôle-là, avoir cette responsabilité-là, de sentir que c'est moi qui dois déclencher. Et je le rappelle, dans la loi, c'est pas une vraie responsabilité qui est donnée
au tiers de confiance, en ce sens que n'importe qui peut lever ce drapeau-là et il s'agit de lever un drapeau. La décision finale fait suite aux évaluations professionnelles du médecin. Donc, c'est pas la fille, c'est pas le tiers de confiance qui prend la décision, c'est le temps de donner l'aide médicale à mourir à ma mère. C'est pas ça légalement. Mais dans le vécu des proches, là, ça peut être vécu comme ça. Donc, cette espèce de responsabilité-là, qui encore une fois est un peu transférée dans le sentiment des gens, là, vers les proches, ça a été beaucoup aussi dans les échanges. Et certains, donc, aussi anticipent des conflits familiaux à ce moment-là. Donc, ce qu'on a vu d'ailleurs aux Pays-Bas, une dame donc, qui disait, nous autres, on est 8 chez nous. Un sur 8 peut dire non, puis là, la chicane de famille vient de pogner. Fait que si on s'obstine, on va voir un médecin qui ne nous connaît pas. La situation est là, ben c'est sûr que lui, il va être inconfortable, le médecin. Moi-même, je serais inconfortable à dire à mes frères, à mes sœurs, ben, c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'il faut faire, etc. C'est donc toutes ces tensions-là dans les familles, avec des sujets évidemment très délicats comme ça. Et donc, juste quelques pistes là, de discussion pour terminer ça, ramasser un peu ça, et ensuite j'ouvre là s'il y a des questions. En fait, ce qu'on voit, c'est que les résultats montrent ben, d'abord qu'il y a des points de convergence mais aussi, il y a des différences entre comment les professionnels parlent des demandes anticipées, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui les inquiète, et qu'est-ce qui inquiète les proches et les personnes elles-mêmes. Ça se rejoint sur certains points, mais il y a quand même des choses qui sont particulières à un groupe ou à l'autre, entre autres des perceptions quand même assez différentes des responsabilités du care, de comment faire pour bien prendre soin de cette personne-là qui est vulnérable. Si je suis un professionnel ou si je suis un proche, là, ça va être différent dans ma perception. Et ce que je trouve aussi qui est qui est assez unanime en fait, c'est que même si en principe on peut être pour, la majorité était pour, je le rappelle, parmi les personnes là, que j'ai rencontrées. Ben, tout le monde dit oui, mais attention, ce ne sera peut-être pas facile, là. Il va y avoir quand même un risque élevé de rencontrer des enjeux importants sur le plan clinique, sur le plan éthique, sur le plan des relations entre les gens. Donc, ce ne sera pas nécessairement des situations qui vont toujours être très faciles. Et donc, c'est important au Québec, et là, c'est la prochaine phase là, de la recherche. On est en train de finaliser les analyses pour formuler des recommandations cliniques qu'on va essayer d'être le plus clair possible pour se donner les ressources, mais aussi des mécanismes assez formels, assez structurés pour être sûr que tous les acteurs qui vont être impliqués dans ces situations-là puissent avoir accès au soutien dont ils ont besoin. Et quand je dis tous les acteurs, évidemment, je pense aux professionnels parce que ces évaluations-là, je l'ai dit, sont délicates, sont complexes. Il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils aient accès à du soutien clinique. Mais aussi, je pense que c'est important de ne pas oublier les proches, les personnes atteintes qui se questionnent, est-ce que je devrais rédiger une demande anticipée? Est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que j'écris dans les manifestations cliniques, etc. On l'a dit, le réseau de la santé et des services sociaux présentement est un peu à bout de souffle. On a des fois de la difficulté à avoir déjà tous les services autour de quelqu'un là, pour répondre à tous les besoins. Et donc, je pense qu'il faut s'assurer que les gens qui ont besoin de soutien dans ces situations-là puissent y avoir accès. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter peut-être le partage d'écran pour que je puisse voir l'écran. Et donc, je ne sais pas si déjà, Rachel, tu voulais enchaîner avec les questions. Oui. Merci beaucoup, Marie. Marie, c'était vraiment une belle présentation. C'était super Merci. informatique. Merci, merci beaucoup. Euh, on a plusieurs questions, mais j'aimerais avant tout rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui, on est le 13 mai 2025. Donc, certaines informations sont seulement valides pour aujourd'hui, au partir jusqu'à aujourd'hui. C'est possible que les régulations changent, surtout suite aux recommandations Marie. C'est possible qu'il y ait des changements qui se passent. C'est une situation qui évolue. C'est qu'il faut faire vraiment attention pour ceux qui vont revoir la présentation sur YouTube, qui sera déposée à partir de la semaine prochaine. Merci à Lorraine de remettre le lien sur le chat. Euh, c'est ça, si vous regardez en différé la présentation, c'est possible que les choses aient changé d'ici là.
Pour les questions, j'ai essayé de les mettre par thème. La première, je vais la mettre ici. C'est au sujet, ouais, de, tu sais, la différence entre les poursuites criminelles et pénales de province fédérale. Il y avait une question, c'était sur, qui était posée d'avance sur, disons, le directeur des poursuites criminelles et pénales s'occupe de tout ce qui est provincial au niveau des plaintes. Qu'en est-il pour le criminel et fédéral? Puis je vais enchaîner avec une nouvelle question qui est reliée. C'est de la question des différences entre les lois provinciales et fédérales, qui sont vraiment différentes. Si tu pouvais commenter là-dessus, à ce Oui, niveau-là. Merci. oui, j'ai pas abordé ça dans la présentation, mais effectivement, depuis le début, avec l'aide médicale à mourir au Québec, hein, particulièrement, c'est pas la réalité dans tous les pays, mais on est toujours un peu pris avec ces deux paliers-là de loi entre le Québec, la loi provinciale et la loi fédérale. Donc, le Québec avait adopté l'aide médicale à mourir au départ. Le fédéral, ça a pris quelques années avant que ça suive, ça s'attache. C'est la même chose avec les demandes anticipées, c'est-à-dire que ça a été accepté, ça a été légalisé au Québec, pas dans le reste du Canada pour l'instant. Est-ce que ça va changer? On ne sait pas. Au Canada, donc au niveau fédéral, c'est plus la question des personnes qui ont un diagnostic en santé mentale, en psychiatrie, etc. Ça c'est passé au fédéral, c'est pas encore entré en vigueur, mais toute la question des demandes anticipées, c'est pas passé au fédéral, c'est vraiment au Québec. Ceci dit, s'il y a des questions de plainte, l'aide médicale à mourir en général au Québec, ça a vraiment été développé dans la conception d'un soin médical. Et donc, si on n'est pas satisfait, si on veut faire une plainte, le premier recours, c'est vraiment dans le réseau de la santé, comme pour tous les autres soins médicaux. Donc, le commissaire aux plaintes, le Collège des médecins, les autres professionnels, s'il s'agit d'une infirmière praticienne spécialisée, par exemple, ou d'autres professionnels. Donc, ça, c'est vraiment le recours régulier, attendu, je dirais. Ensuite, il y a toute la question, justement, comme c'est pas légalisé au fédéral, techniquement, c'est considéré criminel, c'est considéré un meurtre. À ma compréhension, je suis pas une juriste, je suis pas dans le secteur légal. Formation est en travail social. Mais à ma compréhension, il y a quand même une consigne au fédéral, à tout l'appareil là, législatif, de dire, ben là, si c'est légal au Québec, on va pas poursuivre, on va pas se mettre à poursuivre les médecins qui respectent la loi québécoise. Donc, à ma connaissance, c'est pas un très grand risque là, pour les médecins de se faire poursuivre sur ce plan-là. Maintenant, si un avocat décide de poursuivre, là, tu sais, comme je dis, je suis pas juriste, je suis pas dans ce secteur non plus. Oui, merci Marie. C'est ça, je tiens vraiment à te remercier parce que je comprends que tu es au travail social, ça fait que tu n'es pas médecin, pas juriste, donc plusieurs des questions touchent à la médecine ou à la loi. Puis Mhm. ça, je te remercie vraiment de ton opinion sur ces sujets-là. Je te remercie pour tout le monde parce qu'il y en a quelques questions qui s'en viennent qui sont un peu plus Oui, du domaine médical qu'on peut oui. référer, mais c'est des questions importantes. C'est que ça le bon d'en discuter si tu as des opinions. Puis ça, il y avait une question. La prochaine, ça vient, je crois, d'une infirmière ou au nom des infirmières. C'est une question, c'est en GMF. Le médecin refuse de répondre à la demande anticipée d'aide médicale à mourir d'une famille, d'une personne. Puis, quel peut être le rôle de l'infirmière? Qu'est-ce que l'infirmière pourrait faire? Qu'est-ce que tu recommanderais à l'infirmière à ce moment-là? Donc là, ce que je comprends, c'est que c'est quelqu'un qui voudrait rédiger une demande anticipée au Mhm. temps 1. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que depuis là, la nouvelle loi qui a été adoptée en 2023, c'est entré en vigueur quelques mois plus tard, là, mais les infirmières praticiennes spécialisées, pas toutes les infirmières, mais spécifiquement les infirmières praticiennes spécialisées peuvent, elles aussi, au même titre qu'un médecin, rédiger la demande anticipée avec la personne. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que s'il y a une infirmière praticienne spécialisée dans la boîte qui, elle, est prête à le faire, elle peut le faire. Deuxième chose, c'est vrai que je m'attends, je ne suis pas surprise par cette question-là, parce que je m'attends que ce ne soit pas tous les médecins ou tous les IPS qui soient confortables avec ce genre de choses. Parce que si je n'ai pas encore eu la formation, si peut-être aussi c'est pas dans mes valeurs, j'y crois pas, je sais pas, tu sais, je ne serai pas nécessairement le professionnel qui va être le mieux placé, sachant que c'est délicat, sachant que c'est complexe, je ne veux pas le faire n'importe comment, etc. Donc, si un médecin n'est pas confortable à le faire lui-même, la bonne pratique serait de référer ailleurs. Et donc, sauf que là, si le médecin ne le fait pas, hein, mais les autres professionnels autour pourraient le faire. Dans chaque région, d'ailleurs, il y a des groupes
interdisciplinaires qui sont ensemble, qui travaillent autour de l'aide médicale à mourir. Donc, on peut toujours les interpeller comme professionnels là, pour dire, ben, est-ce qu'il y a un professionnel quelque part qui pourrait aider? J'ai quelqu'un ici qui veut rédiger une demande anticipée. Mais c'est sûr qu'on a le droit de la rédiger. Donc, si j'ai un diagnostic que je suis encore apte, j'ai le droit de le rédiger. Si le médecin ne veut pas le faire lui-même, je peux trouver un autre médecin qui va le faire ou une IPS qui va le faire avec moi. Euh, Ici, il y a une question qui a été revenue deux fois. Est-ce qu'il existe un arbre de décision, un flowchart pour euh, la procédure d'aide médicale à mourir, tu sais, que ce soit montré comme temps un temps, ben, en fait, c'est temps un temps 2 ce que plus. Mhm. Mais il y a quand même plusieurs étapes. Là, tu as montré en temps un temps 2 il y a quand même plusieurs formulaires, plusieurs Oui, étapes. Est-ce que ça existe? oui. Je sais pas concrètement. Moi, je les ai pas vus. J'ai pas accès. J'ai pas suivi la formation officielle qui a été donnée parce qu'évidemment, elle est donnée aux médecins IPS. Tu sais. Donc là, moi, je suis travailleuse sociale. Donc, je sais pas si on fait ce genre de flowchart, justement. Mais c'est vrai que justement, les deux grands temps pour les demandes anticipées, c'est la rédaction de la demande anticipée. Évidemment que, tu sais, pour les professionnels, là, il y a d'autres, il y a des détails là, que j'ai passés. Tu sais, la demande est faite, est rédigée avec la personne. Ensuite, je dois le déposer. Il y a maintenant un registre des demandes anticipées qui existe, qui est accessible pour les professionnels. Donc, comme je disais, même si j'ai pas un tiers de confiance qui lève un drapeau, n'importe quel professionnel peut aller vérifier dans le registre. Oh, je vois que Maryse avait rédigé une demande anticipée, etc. Tu sais, donc, c'est vrai qu'il y a d'autres petites étapes entre. Au moment de l'évaluation, là, il y a la première évaluation, il faut aller chercher la deuxième évaluation, il faut que les deux soient d'accord. Tu sais, il y a ces étapes-là, là, oui, effectivement. Après, comme je dis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait tu sais, un document officiel avec ces étapes-là. C'est encore trop tôt, c'est en développement. C'est Oui, possiblement trop ben, tôt. c'est ça, particulièrement pour les demandes anticipées. J'imagine que pour les demandes contemporaines, là, régulières, Mhm. il doit y avoir des choses qui existent, là. OK, merci. Euh, oh oui, une dame. C'est deux questions. Je vais mettre deux questions ensemble. Une dame avec un diagnostic de trouble neurocognitif majeur depuis quelques années, euh, qui juge de son aptitude à consentir. Mhm, Puis là, une question reliée, c'était est-ce c'est de demander une ligne de conduite entre le moment où le patient est apte, mais bascule à un autre niveau, puis pourrait plus accéder aux demandes mhm, anticipées. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment dans le jugement de l'aptitude. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est quand la personne bascule, supposons, je sais pas j'assume qu'il y a un délai entre décider, la personne qui décide de faire une demande anticipée, puis avoir le rendez-vous avec le médecin. Puis après ça, tu parlais de plus qu'un rendez-vous mhm. dans le Ben, processus. ouais, en fait, c'est ça la difficulté, puis c'est un des enjeux qu'on a avec ce genre de conditions-là, c'est qu'on est souvent dans le gris. Tu sais, Mhm. la réalité, c'est que je ne suis pas parfaitement à 100% apte à consentir, puis demain matin, je suis clairement inapte à consentir. Tu sais, il y a toute la zone grise. Donc, c'est là où c'est difficile. Officiellement, la personne qui décide si je suis apte ou non à consentir, c'est le professionnel qui est en train de me parler. Ça, c'est la même chose, je veux dire, pour tout, hein. Si je dois avoir une chirurgie cardiaque demain matin, le médecin va venir me voir, il va dire, Marie, si tu comprends bien la chirurgie cardiaque, voilà, ça sert à ça, voici les risques, etc. Et là, je vais dire, oui, oui, je comprends, monsieur le médecin, faites-le ou faites-le pas, ou je sais pas quoi. Donc, dans notre réseau de la santé, c'est toujours le professionnel qui donne le soin, qui doit évaluer si, ben, est-ce que la personne comprend ce que je suis en train de lui dire. Donc, là, c'est la même chose. On se présente au bureau du médecin. Bonjour, monsieur le médecin, je veux rédiger une demande anticipée. Le médecin, il jase avec moi, là. Donc, il est supposé d'évaluer à ce moment-là, est-ce que je suis apte à consentir ou pas. Et là, comme je disais, les difficultés, les enjeux qu'on rencontre, c'est qu'on est dans le gris. Puis ça se peut que même
Ça tombe mal. Mon rendez-vous chez le médecin tombe sur une mauvaise journée. Hein, ceux qui côtoient des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, on le sait, là, il y a des très bonnes journées, il y a des journées qui sont la personne est beaucoup plus confuse que d'habitude. Ça tombe sur une mauvaise journée, mais je veux dire, ça peut être difficile. Là. Le médecin peut conclure que je ne suis pas apte à consentir aujourd'hui, là. Et donc là, en théorie, il ne rédige pas, là. Il faudrait reprendre un autre rendez-vous. Tu sais, donc, oui, donc là, on est dans déjà un niveau de complexité qui commence. Et si vraiment la personne est devenue inapte à consentir, il est trop tard pour rédiger le temps 1. Donc, tu sais, par exemple, des gens qui ont eu un diagnostic il y a plusieurs années, au moment où la loi est entrée en vigueur, pour certaines personnes, il était trop tard. Il y a vraiment une fenêtre, comme je disais. Il faut que j'ai un diagnostic, mais il faut que je sois encore apte. Parce qu'il faut que dans le bureau du médecin, je sois capable, que c'est moi qui explique au médecin les manifestations cliniques, voici ce que moi je veux pas vivre, etc. Puis le médecin me pose des questions. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire, etc. là. Donc, il faut que je sois apte. Fait qu'il y a cette fenêtre-là. Si le médecin juge que je suis dépassée, que je suis plus dans la fenêtre, je suis plus apte, il peut pas rédiger avec moi. Après, dans la pratique, est-ce que le médecin me connaît depuis longtemps? Tu sais, après, je sais, tu sais, mais dans la loi, le médecin n'est pas supposé rédiger la demande anticipée s'il considère que au moment où je suis devant lui, je ne suis pas apte à bien lui expliquer tout ça. Mhm. Non, je comprends. Oui, Ouais. merci. Mhm. Et c'est un autre de deux questions que je mets ensemble. Au niveau de la souffrance, tu sais, puis la perception de la souffrance, puis je sais que tu en as parlé beaucoup, mais c'est de ramener un peu dessus. Une des questions, c'était est-ce que la souffrance psychologique est considérée? Puis la première question, c'était euh, comment savoir si les souffrances sont insupportables? Ou Oui, comment savoir? oui, Ouais. oui, mais c'est ça la difficulté. Mhm. Parce que dans les demandes anticipées, comme dans les demandes contemporaines, quand on parle de souffrance, on ne parle pas seulement de douleur physique ou d'inconfort physique, il y a vraiment tout le côté psychologique, psychique, presque philosophique aussi, tu sais. Tu sais, moi, j'avais côtoyé quelqu'un qui avait un cancer qui disait, ben, tu sais, j'ai une souffrance, à la limite, physiquement, c'est supportable, sauf que je sais qu'il m'en reste vraiment pas pour longtemps. Je vais être alitée, je vais vivre. Ça vaut pas la peine. J'ai pas le goût de vivre ça, j'ai pas le goût de d'étirer. J'ai l'impression qu'on est en train d'étirer pour rien. Donc, toute cette souffrance-là, ça compte, c'est pris en compte. Le problème qu'on a dans les demandes anticipées, c'est que une personne qui est dans un stade plus avancé de la maladie d'Alzheimer ou autre maladie connexe, il arrive qu'une souffrance physique est quand même plus facilement objectivable. La personne va être crispée ou la personne va... Tu sais, il y a des signes qu'on peut voir que la personne est souffrante physiquement. Mais si la personne ne parle pas, comment je sais qu'elle n'apprécie pas sa qualité de vie, qu'elle trouve que ça fait plus de sens, qu'elle trouve que ça sert à rien, que ça s'étire. Ça, je veux dire, le médecin a plus accès à ça, a très difficilement accès à cette souffrance, tu sais, à moins, comme je disais dans les exemples, je présente un niveau d'anxiété très élevé, que je pleure, que je crie, que je suis agressive, que je suis très agitée. Tu sais, là, donc, on pourrait dire, ah ben là, elle a pas l'air bien, c'est pas nécessairement physique, mais psychologiquement, elle a pas l'air bien. Mais des gens qui sont un peu plus apathiques, tu sais, qui réagissent pas, qui dorment la majorité du temps, comment on objective, comment on évalue une souffrance psychologique chez quelqu'un comme ça? Moi, j'ai pas de réponse. Je sais pas s'il y a des médecins dans la salle qui ont une réponse facile, mais moi, j'ai pas de réponse à ça, là. Et puis, c'est un des enjeux, justement, qu'on risque de rencontrer. Et puis, c'est là où les échanges étaient intéressants, parce qu'il y a des proches qui disaient, ben, moi, connaissant ma mère depuis très longtemps, ou mon frère, ou mon, peu importe, là, mais c'est quelqu'un de proche de moi, je suis peut-être mieux placée pour comprendre si elle est souffrante qu'un médecin qui ne la connaît pas.
tu sais. Et là, c'est là où, mais au final, la responsabilité est vraiment au professionnel, là. Mhm. Ça peut être difficile. Non, absolument, absolument. Hmm. Il y a une question qui est très, très précise, c'est parce qu'il parle de l'étape 3C. Comment quantifier les symptômes? Je vais lister la question parce que ça explique un peu c'est quoi le. Il parle de la quantification de ces symptômes. Ça, j'assume sur un formulaire et on doit non seulement avoir les symptômes, mais quantifier le nombre de crises, colère, jours. Tu sais, il semble qu'il faut demander. Je ne sais pas de quoi il référait sur 3C. Oui. J'assume un Ben, formulaire, mais c'est de la quantité. j'assume, là, j'espère que je ne me trompe pas, mais j'assume qu'on fait référence à la partie, tu sais, que la personne présente de manière récurrente les manifestations cliniques. Parce que ça aussi, pour les professionnels, tu sais, si j'ai écrit que je ne reconnais pas ma fille, je prends souvent cet exemple-là parce que pour moi, il est très parlant, parce que c'est un symptôme qui est très significatif pour les gens, pour la personne atteinte, pour ses proches. Le fait de me projeter dans un moment où je ne reconnaîtrai plus les gens que j'aime, souvent, c'est quelque chose qui est très... tu sais, on on ressent beaucoup l'intolérance de ça. C'est ce que j'essaie de trouver les mots, là, mais ça nous semble rapidement intolérable de dire, ben voyons, tous les gens que j'aime, si je les reconnais plus, ça fait plus sens. Bon, donc ça, c'est un symptôme qui pour les gens. Alors que pour les cliniciens, c'est- je veux dire, j'allais dire c'est mou, dans le sens que c'est variable, on est dans le gris parce que je reconnais plus ma fille, mais OK, je suis plus capable de dire son nom, mais quand je la vois, je suis très souriante, etc. Ah, ben là, est-ce que je considère qu'elle la reconnaît encore? Ou bien je ne suis pas capable de dire que c'est ma fille, je pense que c'est ma mère, mais je l'aime, je suis contente de la voir, je reconnais que c'est quelqu'un que j'aime. Est-ce que c'est ça que la personne voulait dire? Ou bien je reconnais ma fille, je ne reconnais plus mon fils parce que mon fils habite à l'extérieur depuis plus, tu sais, longtemps, je le vois moins. Ou bien je la reconnais des fois, pas d'autres fois, tu sais, des bonnes journées, des mauvaises journées. Fait que, à partir de quand, comment on quantifie? Oui, on est arrivé à la manifestation clinique. Euh, et là, c'est ça, ça devient très dur. Puis en même temps, dans la demande anticipée, on ne sait pas jusqu'à quel point non plus il faut être précis parce que, encore une fois, je ne sais même pas précisément quels symptômes je vais vivre, à quel moment dans l'évolution de la maladie, donc jusqu'à quel point je peux être précise, mais si je ne suis pas assez... Tu sais, donc vous voyez l'espèce de... que ça devient très difficile justement à quantifier, puis c'est qu'en fait, ce que je trouve, c'est qu'on parle pas toujours le même langage. Tu sais, les proches parlent beaucoup de dignité. Tu sais, si je reconnais ma fille, mais que je suis pas capable de dire son nom, c'est pas vraiment ça qui est important. Tu sais, est-ce que j'ai l'air bien? Est-ce que j'ai l'air de reconnaître les gens autour de moi? Est-ce que j'ai, tu sais, alors que là, cliniquement, là, on parle je veux dire, il y a des lois, il y a des critères, on parle de donner un soin, mais c'est quand même, c'est pas banal, là, c'est pas un soin banal. On parle de donner la mort finalement à quelqu'un. Donc, les professionnels, eux, disent, ben là, moi, je veux que ça puisse être objectivable, là. Je veux quelque chose sur quoi m'appuyer. Ça peut pas être mou, là. Fait qu'on on parle comme pas le même langage et effectivement, cette idée-là de quantifier, de mesurer, de manifestations récurrentes, c'est aussi un des nœuds, je trouve, dans ces demandes anticipées. Et je veux juste enchérir là-dessus sur une dernière question, ou dans les dernières, parce qu'on est déjà 1h05. Il y a les symptômes, mais aussi la souffrance, si je comprends, pour déclencher le temps 2. Mhm. Faut non seulement qu'il y ait les symptômes que la personne a discuté en temps 1, pas présenté en temps 1, mais il faut également qu'il y ait la souffrance. Oui, en fait, ben, je préciserai, je pense, juste un petit peu. C'est-à-dire que au moment où la personne présente les symptômes qu'elle a identifiés au temps 1, on déclenche les évaluations. C'est l'équivalent de si la personne faisait verbalement la demande, Hey, je veux l'aide médicale à mourir. Donc, le fait que les symptômes sont présents, ça déclenche la demande. Après, dans l'évaluation, c'est là que le médecin ou l'IPS
va devoir aller valider est-ce que effectivement je présente de façon récurrente les symptômes et est-ce que on, on a des indices que je suis souffrante pour voir si je réponds aux critères. Et c'est là qu'on décide oui ou non. Et donc, c'est possible que, parce que l'autre question, c'est quelqu'un demandait des exemples de choses intolérantes. Puis, tu donnais l'exemple de ne pas reconnaître la Ouais, famille, mais c'est possible que ce symptôme-là de ne pas reconnaître sa famille arrive bien avant d'autres symptômes qui vont amener plus de souffrance physique et ouais. psychologique. Techniquement, dans la maladie, c'est que c'est possible. Parce que ça, la question, c'est quelles sont des choses intolérantes? Et là, je vois qu'il y a une question C'est de ça, c'est très, timeline. très personnel. Oui, Donc, c'est ça. ce qui va être intolérable pour moi, ce ne sera pas ce qui est intolérable pour ma soeur, pour mon père, pour etc. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'exercice à faire qui est difficile, qui est très difficile, hein? L'exercice à faire au temps 1, c'est d'essayer de me projeter dans les étapes suivantes de la maladie, en sachant pas non plus précisément comment ça va évoluer, tout ça. Donc, déjà, c'est un peu complexe. euh, pour dire qu'est-ce que moi est intolérable. Donc, il y en a, ça va être lié justement à la reconnaissance des proches, etc. Il y en a que ça va être plus par rapport aux soins. Si un jour, il faut me nourrir, si un jour, il faut me donner mon bain, si un jour, je suis incontinente, si je suis plus capable de marcher, si je suis alitée, si j'ai un gavage. Tu sais, donc, tout ça, c'est des symptômes de la maladie. Donc, les manifestations cliniques que je peux dire, ça, moi, je veux pas, ça va être ma limite. Si je me rends là, si un jour je me rends là, considérer que je fais une demande d'aide médicale à mourir, évaluer si je présente les autres critères. Là. Puis, supposons que la personne ne répond pas aux autres critères, est-ce que la demande d'évaluation devient récurrente à chaque 6 mois, un an? Je ne sais pas, est-ce que tu as une idée Ouais, ben en de la fait, là, procédure? si, c'est une bonne question. Si, par exemple, je sais pas moi, aujourd'hui, on déclenche, on dit, ah ben oui, je pense que Maryse, là, elle présente les manifestations cliniques, pouvez-vous évaluer? Les médecins évaluent, ils disent, ah non, non, elle ne présente pas encore là, de façon récurrente ou bien elle n'est pas souffrante aujourd'hui. La demande reste valide. Ça annule pas la demande anticipée. Elle reste là. Après, est-ce que une semaine après, je peux redemander une autre évaluation? Est-ce qu'il faut que j'attende 6 mois? Est-ce qu'il faut que j'attende un an? Ça, c'est pas clarifié encore. Donc, j'imagine que les médecins, j'allais dire, s'amuseront pas. Il n'y a rien d'amusant là-dedans. Là. C'est pas un bon choix de mot, mais je veux dire, ils vont pas faire ça toutes les semaines là, pour quelqu'un, là. Tu sais, donc, c'est sûr que dans l'opérationnalisation, à un moment donné, on va se donner des balises, là, j'imagine. Ou bien il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Tu sais, s'il y a un changement, on pourra réévaluer. Tu sais. Donc là, je ne sais pas concrètement comment ça va être géré dans les établissements ou par les professionnels. Mais c'est sûr que c'est pas parce qu'à un moment X, je répondais pas aux critères, la demande a été refusée, donc le temps 2, là, la demande anticipée comme telle reste. Donc, si un an plus tard, je réponds à tous les critères, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais l'avoir. OK, c'est que c'est vraiment à la famille puis au personnel médical de suivre. Oui, de suivre l'évolution, c'est ça. Et donc, dans ce sens-là, le fameux tiers de confiance, moi, je le vois un peu comme une police d'assurance. Tu sais, pour la personne qui rédige la demande, je sais que ça peut être n'importe qui lève le drapeau, mais je voudrais spécifiquement, je me suis entendue avec ma fille, hey, voici ce que je veux, je te l'ai peut-être expliqué un petit peu plus clairement à toi, j'en ai parlé avec toi, puis là, j'aimerais ça. Tu sais, donc, je donne cette responsabilité-là de plus à une personne, mais en fait, ça peut être n'importe qui. Donc, c'est pour ça que je disais, techniquement, dans la loi, c'est pas une responsabilité spécifique à une personne, mais c'est dans l'entente que j'ai eue, puis c'est pour ça que je disais, ce fameux tiers de confiance, dans les faits, le proche peut se sentir une responsabilité très importante, là. C'est quelque chose. OK, je pense que ça répond. Il y a eu quelques autres questions, mais le temps file. Certaines, c'est donc ce qu'on va faire, c'est remercier Marie Soulière, puis je remercie tout le monde de remplir le sondage à Oui. la fin. S'il y a des questions importantes, on va les poser à Marie Soulière par après, puis on peut mettre toujours des réponses ou des liens
sur YouTube qui vont être en bas dans dans la documentation parce que je remercie vraiment tout le monde pour les questions. Puis je remercie également ceux qui ont mis de l'information dans le chat. Avec mon rôle de panéliste, je peux pas rien écrire dans le chat. Donc, je remercie Lorraine pour l'assistance. Puis, je remercie beaucoup tout le monde pour avoir aidé, pour avoir répondu au travers. Puis, on va voir, c'est des questions qu'on a manquées. Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Là, je les ai enregistrées, sont enregistrées, puis on va les répondre sur YouTube s'il y en a des importantes à ajouter, des précisions à ajouter. Donc, je remercie tout le monde. Puis merci Maryse et merci à tous les participants des projets de recherche de Maryse et des projets de recherche des chercheurs québécois. Je remercie vraiment la participation des sociétés, de la FQSA, des intervenants, des médecins dans tous les projets de recherche. Merci beaucoup Maryse et merci à tout le monde. Merci.